Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à Bonjour. toutes. Voilà, on va attendre quelques minutes avant que tout le monde puisse nous rejoindre. Merci de nous rejoindre sur notre deuxième webinaire de la semaine et sur notre deuxième webinaire consacré à la QVCT. Voilà, pour ceux qui étaient là mardi, on a partagé sur le thème des risques psychosociaux et de comment les prévenir. Ceux qui ne s'étaient pas là, bah, vous savez que vous pouvez toujours les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, notre thème, donc on l'a appelé Incarner la QVCT au quotidien. Ça s'adresse principalement aux managers et aux RH. C'est vraiment les deux publics qu'on va cibler aujourd'hui. Mais si vous n'êtes ni manager ni RH, peut-être que vous allez quand même en apprendre autour de ces populations et autour de la QVCT d'une manière un peu plus générale, parce que de toute façon, on va être obligé de repasser par là aussi au début de webinaire. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Camille. Bonjour Camille, puis je te laisse te présenter bien sûr. Bonjour, donc je suis Camille Vincent Genot, je suis psychologue du travail de formation. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin pour qu'on parle de la QVCT. Rapidement, moi j'ai un passé dans les RH et depuis 7 ans, 8 ans maintenant, j'ai cofondé un cabinet de conseil où on travaille sur ces enjeux de qualité de vie au travail avec principalement des managers. Donc on accompagne, on donne des outils, des méthodes aux managers pour qu'ils puissent impacter cette qualité de vie au travail au quotidien dans leurs organisations. Et donc, je fais aussi aussi de la formation et de la formation pour My Connecting. Donc, c'est d'où ma présence aujourd'hui. Super, merci, merci Camille. Donc on est ravi d'avoir Camille, voilà, qui est vraiment experte sur ces sujets. Et moi, vous me connaissez peut-être, donc je suis Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique des formations, de notre gamme de formations Soft Skills et Management chez My Connecting, qui inclut notamment les thèmes QVCT, qui sont de plus en plus liés aux enjeux des managers, et puis qui parfois aussi ont des dimensions soft skills à l'intérieur. Aujourd'hui, alors rapidement, je vais vous faire une petite présentation de My Connecting dans les grandes lignes, et puis ensuite on va rentrer dans le cœur du sujet de notre webinaire. Donc My Connecting, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est plus de 300 collaborateurs à travers le monde. Ça fait 17 ans qu'on existe et qu'on est très présent chez nos clients et qu'on fait énormément de formations. On fait aussi des formats plus webinaires, de la formation individuelle, collective. On fait beaucoup de typologies de formation, on va dire, de modalités de formation différentes. Et on en fait bien sûr, sur les soft skills, parce que c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais on fait aussi des formations en bureautique et en langue. Donc, vous pouvez vous former à Excel, en anglais ou en chinois encore chez nous, voilà, en individuel ou en collectif, encore une fois, pour les particuliers et bien sûr pour les entreprises. Donc ça, c'était pour la petite présentation. Et puis, ce que j'aime bien présenter quand je parle de My Connecting, voilà, ce qui nous caractérise et ce qui est vraiment très important pour nous, c'est le fait qu'on est une entreprise à mission. Donc cette mission, c'est changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Donc c'est une mission qu'on porte depuis déjà un grand nombre d'années, mais qui a été récemment introduit dans nos statuts d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est devenu officiellement une entreprise avec le statut d'entreprise à mission. Donc c'est un nouveau statut, voilà, qui existe. On fait partie du premier millier d'entreprises en France à avoir ce statut. Et voilà, et c'est un statut qui est super important, tant d'ailleurs pour le sujet de la QVCT en interne, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui nous donne du sens au quotidien, et voilà, et qu'on est fier de représenter aussi en public. Aujourd'hui, on a un programme chargé, donc on va essayer de tout caser, mais voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Sachez, avant de vous parler du sommaire, que vous pouvez poser des questions dans le chat. Voilà, vous avez normalement à droite une possibilité de poser vos questions. On y répondra soit à la fin, soit au fil de l'eau si c'est pertinent. En tout cas, n'hésitez surtout pas, voilà, à nous envoyer des questions et puis on y répondra. Et on va aussi vous solliciter à une ou deux reprises sur des sondages, voilà, où on va recueillir votre avis pour essayer de mieux vous comprendre et puis aussi de mieux, voilà, s'adresser à vous, en tout cas faire des liens avec les participants qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, en termes de sommaire, pour rentrer dans le dur du sujet tout de suite, bien sûr, on va parler de la QVCT et notamment de la boussole de la QVCT, pour ceux qui connaissent, qui est un peu la clé pour comprendre ce que c'est. Donc ça, ce sera un peu pour poser les bases. On va parler des clés de succès de la démarche QVCT. Et puis ensuite, on va, comme je vous l'avais dit en introduction, donner des clés à la fois pour les RH et aussi pour les managers
sur comment l'incarner, et donc avec des KPIs et des leviers d'action pour chacun. Et on va finir sur la feuille de route qu'on vous engage à suivre, on va dire, pour développer la QVCT chez vous en interne. Et donc pour démarrer tout de suite, et puis après je laisserai la main à Camille bien sûr, mais voilà, pour démarrer, on vous propose un sondage. Donc là, voilà, ça va s'afficher dans quelques instants, mais l'idée c'est de comprendre quels sont vos enjeux QVCT actuellement. Donc est-ce que c'est plutôt attirer les talents? Est-ce que c'est conserver un climat social serein? Est-ce que c'est répondre à une problématique de fond, comme l'absentéisme ou les difficultés de recrutement qui sont de plus en plus importants, hein. Donc ça peut être, je développe ma QVCT pour me dire que je vais pouvoir davantage attirer, on va dire, à travers le recrutement. Ou est-ce que c'est répondre aux attentes de vos parties prenantes? Donc voilà, on vous laisse répondre. Alors j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs réponses, mais on va vous inviter à en sélectionner une seule. Voilà, qu'est-ce que tu vois le plus souvent, toi, Camille, par rapport à ces enjeux de QVCT? Ça se réside plutôt sur quoi? Bah, un peu tout à la fois, hein. C'est dur d'en choisir une. C'est vrai que là, depuis 18 mois, 2 ans, le fait d'attirer les talents, il y a quand même nombreuses organisations qui ont des difficultés à recruter, hein, à trouver les talents. Et c'est une telle attente des candidats et une telle attente, cette faculté de l'entreprise à prendre soin de leur bien-être au travail, de leurs conditions de travail, que c'est un facteur clé effectivement pour pouvoir continuer à attirer et à fidéliser après les collaborateurs. Mais après, je dirais que elles sont quand même toutes valables. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on disait en préparant, il y a beaucoup aussi de fonds d'investissement, par exemple, hein, qui le demandent maintenant avant de pouvoir s'engager auprès d'entreprises, dans les appels d'offres aussi. Donc, c'est pour ça que répondre aux attentes des parties prenantes, c'est aussi un enjeu qui peut être intéressant et important. Et ben alors, on va voir, il y a 9% qui en parlent justement Ouais, de répondre aux attentes des parties prenantes, mais on a 70% conserver un climat social serein. Donc, donc voilà, donc c'est vraiment en tout cas le principal. Donc on va dire que c'est enjeu. travailler aussi Mais dans qui peut le être la bien-être. base effectivement pour après attirer les talents et pour pouvoir réduire l'absentéisme, par exemple, si on répond à une problématique de fond. Enfin voilà, elles sont toutes interconnectées de toute façon. Bien sûr. Super. Et donc, pour démarrer vraiment cette fois-ci dans notre webinaire, l'idée c'est de commencer, tu voulais d'abord commencer sur la définition de ce que c'est que la qualité de vie et des conditions de travail, parce que je sais que beaucoup de personnes parlent de QVT, maintenant on parle de QVCT, donc je vais te Ouais. laisser, te laisser définir tout ça. Oui, l'idée de cette première partie, du coup, c'est qu'on prenne un petit moment pour reposer le cadre de ce qu'on entend par QVT ou par QVCT maintenant. Donc, selon l'ANACT, hein, qui est l'agence qui travaille sur les conditions de travail et qui est donc un peu la référence en matière de qualité de vie au travail, ce sont toutes les actions qui vont permettre de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés, hein, pour les collaborateurs, et la performance globale des entreprises. Et moi, je trouve que cette définition, elle est intéressante parce que ça n'est pas que mettre des choses en place au profit des salariés, c'est aussi un critère de performance pour les entreprises. Aujourd'hui, on sait prouver que la performance sociale conduit à la performance économique. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment un levier aussi important pour se préoccuper de la qualité de vie au travail dans les entreprises. La qualité de vie au travail, on en parle en France beaucoup depuis 2013. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça a démarré il y a un peu plus longtemps, mais l'ANI du coup du 19 juin 2013, c'est le premier document officiel où on a parlé de qualité de vie au travail. C'était plus une prise de conscience des enjeux, hein. Il n'y avait pas encore d'obligation, mais on parlait déjà du travail, des conditions de travail, de l'ambiance dans laquelle on pouvait évoluer, de comment on pouvait maintenir l'équilibre vie pro, vie perso, qui sont toujours les sujets hein, qui sont en vogue sur cette thématique-là. Après, on a eu la loi Rebsamen en 2015, qui a là introduit la notion d'obligation pour les entreprises, hein. C'est la première fois effectivement qu'on a obligé les entreprises à une négociation annuelle sur ces thématiques-là. Il n'y avait pas d'obligation d'aboutir, hein, de résultats, mais de traiter ces sujets-là, notamment avec les IRP. Et donc là, on a introduit les notions aussi d'égalité
hommes-femmes, de lutte contre les discriminations, par exemple, d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, de droit à la déconnexion. Donc, petit à petit aussi, les sujets se diversifient. Et puis, on en arrive effectivement en 2020 à un nouvel accord national interprofessionnel, avec là, cette fois, une prévention vraiment renforcée sur la santé et les conditions de travail. On est en plein crise du Covid, sortie de ce premier confinement, et là le sujet de la santé mentale est vraiment arrivé en entreprise. Et donc 3 axes majeurs définissent ce nouvel accord: la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, et notamment d'un point de vue de la santé mentale, la lutte contre la désinsertion professionnelle, et puis cette promotion de qualité de vie en lien avec la santé au travail. Donc, un peu là, cette historique jusqu'à 2020, hein, on terminera tout à l'heure par 2022 avec cette apparition du C dans la QVT. Mais d'abord, si vous voulez bien, je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse pour différencier un peu de quoi parle-t-on, parce que c'est vrai que cette qualité de vie au travail, elle prend différentes formes, différents noms au gré de l'évolution et des années. On a parlé de bien-être au travail, on a parlé de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on parle d'expérience collaborateur, même plus. On a parlé de bonheur au travail aussi. Mais si on regarde un peu plus en profondeur, le bien-être au travail, on pourrait dire, qui renvoie en fait aux attentes de l'individu en termes de santé, de confort physique, de confort psychologique. Donc, ça englobe le niveau de stress, par exemple, l'environnement de travail, le confort, la sécurité, la relation aux autres. Mais si on est sur une notion très individuelle, hein, de ressenti de son confort au travail. Le bonheur au travail, c'est une dimension plus philosophique, hein, finalement. La définition du Larousse, c'est le bonheur, c'est un état de complète satisfaction, presque de joie en fait, qui va être lié à une circonstance. Donc oui, on peut être heureux au travail, on peut lié à une circonstance, à un contexte, avoir fourni un travail en fait qui nous rend pleinement satisfait et pleinement heureux. En revanche, il faut faire attention, le bonheur au travail n'est pas une condition à la performance. Ça marche pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que le bonheur peut être une conséquence d'un moment, d'un contexte qui favorise cela, mais ça peut pas être une condition de performance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas être responsable du bonheur de ses salariés, entre guillemets, sachant que le bonheur, en plus, il n'implique pas que la dimension professionnelle, il implique une dimension forcément personnelle également. Et puis, on a du coup la QVT, hein, la QVCT aujourd'hui, qui, elle, est une affaire de perception. La QVT, c'est toujours une affaire de perception des collaborateurs sur leurs conditions de travail, notamment. Et donc, ça, c'est du ressort de l'entreprise. C'est là où l'entreprise va vraiment pouvoir avoir un impact. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler aujourd'hui. C'est comment RH, managers, et on le verra tout à l'heure, peuvent mettre des actions en place, peuvent adopter des postures qui vont avoir un impact sur la perception des collaborateurs. Ouais. J'aime beaucoup cette slide parce qu'effectivement, tu as raison, dans le langage courant, on va très vite parler de qualité de vie au travail en le liant par exemple au bien-être ou, ou au degré de bonheur, alors qu'en fait, voilà, on voit bien qu'il y a des différences et donc c'était bien de redémarrer là-dessus pour les différencier. Évidemment, une démarche de qualité de vie au travail qui est bien menée, elle va impacter le bien-être au travail. Elle va donner cette sensation de confort physique et psychologique. Elle va pouvoir, pourquoi pas, in fine, procurer du bonheur au travail. Mais voilà, c'est dans la démarche qualité de vie au travail, on est aussi sur quelque chose de collectif, alors que le bonheur au travail et le bien-être au travail, ce sont des ressentis individuels et personnels. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire la différence. Alors, dans cette qualité de vie au travail, du coup, de quoi on parle? On parle de contenu du travail. Et ça, c'est vraiment important pour les analyses du travail. Ça devrait être la priorité numéro 1. Et c'est pas toujours celle à laquelle on accorde le plus d'importance quand on s'attaque à la qualité de vie au travail. Dans le contenu du travail, on intègre l'autonomie, la charge de travail, la variété des tâches, la clarté des objectifs aussi, l'adéquation entre les objectifs et les ressources. Voilà, ce sont toutes ces thématiques-là qui sont vraiment hyper importantes pour les individus. L'idée, c'est de se dire que quand on veut faire de la qualité de vie au travail, ça sert à rien d'organiser des after-work, par exemple, pour traiter de l'ambiance au travail, si à côté de ça,
les collaborateurs ont un ressenti de charge de travail hyper importante, vont avoir un ressenti de stress hyper important, ou vont travailler sur des tâches répétitives qui ne leur permettent pas d'évoluer, et ben à ce moment-là, l'impact sur la perception de qualité de vie au travail n'aura pas le même effet escompté que si on s'attaque d'abord à ces priorités-là, en fait, et après, on travaille sur l'ambiance au travail, sur effectivement sur les after work, mais c'est vraiment, ça devrait être la question centrale. C'est le sujet stratégique, le contenu du travail. Après, effectivement, on a d'autres sujets qui sont l'organisation du travail, hein. Là, on va toucher aux horaires, qui est une thématique très en vogue notamment depuis la rentrée, cette fameuse semaine de 4 jours avec le télétravail. Voilà, tout ça, ça rentre dans cette case de l'organisation du travail. L'environnement physique, évidemment, qui compte beaucoup. Est-ce que l'environnement, déjà, il est agréable pour travailler, mais aussi, est-ce que j'ai toutes les conditions nécessaires, en fait, pour bien faire mon travail, hein. Dans l'environnement physique, on peut aussi parler de la fluidité technologique aussi, hein. Si tous les matins, quand j'arrive, je mets un quart d'heure pour allumer mon ordinateur, forcément, ça va créer un petit irritant ou une friction qui va gêner cette qualité de vie au travail. Le développement professionnel, ça a trait à toutes les opportunités d'évolution, hein, de formation qu'on peut offrir aux collaborateurs. Cette qualité de vie au travail, elle repose vraiment aussi sur le fait de sentir que je peux grandir, en fait, que je peux évoluer dans l'organisation. Les relations sociales, c'est souvent ce de quoi on rapproche la qualité de vie au travail, hein. C'est l'ambiance au travail, c'est la qualité des relations que je vais avoir avec mon management, notamment, mais aussi avec mes collègues et aussi avec mes clients, hein. On peut le voir vraiment à 360. La qualité des relations, est-ce que je vis dans un climat aussi, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un climat serein, en fait, sain, et où est-ce que je viens tous les matins avec la boule au ventre, entre guillemets. Et puis, un sujet phare aussi de cette qualité de vie au travail, c'est la conciliation entre la vie privée et la vie pro, pouvoir maintenir cet équilibre qui est une revendication souvent aussi très prégnante notamment chez les candidats quand on fait du recrutement. Voilà un peu les C'est vrai que les voilà, domaines concernés. sur la dimension équilibre, on parle beaucoup voilà d'équilibre vie pro vie perso, on parle beaucoup du télétravail aujourd'hui pour la qualité de vie au travail, mais c'est vrai qu'on omet très souvent l'essentiel comme tu l'as dit, alors que ce soit le développement professionnel avec des perspectives d'évolution, en tout cas de se développer, Mmh. et puis surtout comme tu le disais, donc le contenu du travail, c'est ce qui est le plus, on va dire, sous-coté quand on crée des plans quand on voit nous des RH ou des managers commencer à travailler sur des politiques ou des démarches QVCT, c'est cette partie-là souvent qui est un peu omise. Et donc c'est intéressant de revenir là-dessus. Et De tu voulais aussi revenir sur remettre la au cœur de boussole, la donc qui stratégie. est un vrai outil, hein. Ouais. Ouais. Et tu voulais nous parler donc de la boussole de la qualité de vie au travail. La boussole de la qualité de vie au travail, donc ça a été créé par l'ARACT, hein, qui est une agence qui fait partie de l'ANACT. C'est un outil vraiment de pilotage, moi je trouve hyper intéressant, qui est très clair en fait, qui reprend ces thématiques-là sous une autre forme, hein. On retrouve le contenu du travail, on retrouve les relations, le climat social, qui incorpore en fait cette notion de santé au travail aussi, hein, qui devient vraiment importante quand on parle de qualité et des conditions de travail. On retrouve la compétence, le parcours professionnel, l'idée de l'égalité professionnelle pour tous, hein. Donc là, on va retrouver l'équilibre vie pro, vie perso, mais aussi l'égalité homme-femme, par exemple. Et puis, cette notion de management collaboratif, participatif, de favoriser l'engagement des collaborateurs. Et je trouve que c'est un bon outil de pilotage, en fait, quand on veut lancer une démarche de qualité de vie au travail pour se dire, OK, quels sont les sujets qu'il faut qu'on identifie, sur quoi on doit travailler. Vous voyez, en fait, pour chaque pétale, après, vous avez un peu des indications de thématiques. Et je trouve qu'il est assez bien fait pour, quel que soit, je dirais, quel que soit le moment où on se trouve dans sa démarche de qualité de vie au travail, voilà, pour repositionner, pour positionner ou repositionner les choses. Ouais, et d'ailleurs, nous, parfois, ça nous arrive de travailler dans des formations sur un état des lieux de cette boussole. C'est-à-dire qu'on va prendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, soit à mon échelle, soit à l'échelle de mon entreprise, sur chacun de ces pétales. Voilà, où est-ce que je me situe et quel est mon état des lieux personnel et d'entreprise. Exactement. Et Et donc, donc, depuis 2022, tu nous disais effectivement qu'on est passé à la QVCT, qui ouais, a encore du mal à rentrer dans le vocabulaire courant, c'est ça. mais on est, voilà, on doit oublier la QVT aujourd'hui.
Donc, effectivement, en 2022, c'est tout récent. Il y a ce fameux C qui s'est introduit dans cette définition parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, cette QVT, parfois, elle a été un peu galvaudée et elle s'est trop centrée sur le fameux baby-foot, par exemple, de mettre un baby-foot. On s'est beaucoup concentré sur l'ambiance de travail, pourquoi pas sur l'environnement de travail, mais ce C, il vient rappeler en fait que avant tout, ce qui est important, c'est le contenu du travail et c'est les conditions dans lesquelles on permet aux collaborateurs de faire leur travail. Dans les faits, dans la définition, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait. C'est quand on parle de QVCT, on parle des mêmes choses que quand on parlait de QVT, mais c'est vraiment mettre l'accent sur le contenu du travail, les conditions de travail, plus que sur la vie au travail. Voilà, sur lesquels on s'était un peu embarqué, engouffré, et donc on vient remettre cette importance des conditions de travail et notamment remettre l'appui après cette crise qu'on a essuyée sur l'importance de la santé au travail. Voilà, c'était important, je trouvais, de montrer un peu l'évolution. Et pourquoi c'est important pour vous, pour vos entreprises, de s'occuper de la qualité de vie au travail. Premièrement, parce que ça répond à une attente très forte des collaborateurs aujourd'hui et des candidats, comme on le disait, des candidats en matière de recrutement, mais aussi des parties prenantes. Donc finalement, autant il y a quelques années, on se disait est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Là aujourd'hui, c'est presque plus est-ce qu'on y va, c'est comment on y va en fait, parce que Ça devient de plus ça en plus répond. une obligation. Ouais, pour travailler avec les uns, avec les autres, on va de plus en plus vers ça, Ouais, de la demande moi en fait. je dirais pour sécuriser son business sur les années à venir, en fait, si on veut continuer à pouvoir recruter des talents, si on veut pouvoir être retenu dans les appels d'offres, si on veut pouvoir lever des fonds, et ben en fait, il faut pouvoir montrer qu'on fait des choses en matière de qualité de vie au travail. Donc ça permet évidemment de valoriser sa marque employeur parce que tout ce qui se vit, c'est comme, je sais plus c'était quoi le bifidus de Danone là, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on va travailler comme ça sur la qualité de vie au travail, ça permet à vos collaborateurs de devenir vos ambassadeurs en fait. Ils vont aller le dire à l'extérieur, ce qu'ils vivent chez vous. Ça permet donc, quand on valorise sa marque employeur, d'attirer des talents. De conserver aussi, ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est pas le tout de les attirer, c'est qu'après ils aient envie de rester. Et ça, par exemple chez Great Place to Work, qui travaille vraiment autour de cette notion d'expérience collaborateur, ils savent démontrer que les collaborateurs des entreprises qui sont labellisés Great Place to Work ont le souhait, émettent le souhait de rester plus longtemps dans l'entreprise que la moyenne des Français, par exemple. De la même façon, s'intéresser à la qualité de vie au travail, ça permet de réduire ses coûts aussi. Le coût d'absentéisme, toujours chez Great Place to Work, qui m'a donné quelques chiffres, dans les entreprises qui sont au palmarès, qui sont labellisées, donc qui vraiment ont mis la QVT ou la QVCT au cœur de leur stratégie, il y a moins 44% d'absentéisme quand même dans ces entreprises-là. Il y a moins 4,5% de taux de turnover, par exemple. Ils ont plus 3 points de satisfaction clientèle et on est aussi en mesure chez eux d'évaluer l'impact en fait qu'une démarche QVCT a sur sa croissance financière. Et effectivement, on a une croissance en fait pérenne, une vraie croissance financière dans ces entreprises qui se préoccupent de la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs. Donc c'est pas que pour faire plaisir à ces collaborateurs, il y a vraiment un réel impact que l'on peut mesurer, que l'on peut vraiment mesurer sur le fait de mettre en place une démarche de qualité de vie au travail, de qualité de vie et de conditions de travail. Et alors on va rentrer dans le vif aussi du sujet pour l'incarner maintenant, que ce soit en tant que manager ou que RH. Et la première étape, c'est de l'identifier et de la définir, cette démarche QVCT. Ouais, c'est vrai que quand on parle qualité de vie au travail, en fait, on parle de démarche qualité de vie au travail. C'est vraiment une démarche globale. C'est pas des petites actions posées comme ça au gré de ce qu'on a envie de faire. C'est mettre en place une démarche. Qu'est-ce que ça implique? C'est définir un objectif. Pourquoi on le fait? En fait, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette démarche de qualité de vie au travail? C'est souvent aussi définir un pilote ou un comité de pilotage pour s'assurer, voilà, qu'on avance dans la démarche. La communication, elle est hyper importante aussi. Et puis, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on va le voir, on établit un diagnostic pour voir quels sont les sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. On interroge, c'est une démarche collaborative aussi. Donc, on interroge ses collaborateurs, on met des choses en place, on remesure, on voit comment on avance,
on continue ce qui marche, on arrête ce qui marche pas. Voilà, c'est pour ça qu'on parle vraiment de démarche de qualité de vie au travail. Et donc, on avait une petite, si je me trompe pas, une petite question à vous poser à ce sujet-là. Un deuxième sondage. Selon vous, qui est responsable de la QVCT? Donc l'idée c'est voilà, de dire selon vous laquelle des 4 propositions est la plus pertinente. Et donc on va voilà, vous proposer de répondre entre les dirigeants, les RH, les managers et les responsables RSE. Alors on n'a pas parlé de la RSE aujourd'hui, mais c'est bien entendu un des éléments qui composent la QVCT. Enfin, la QVCT est un des La éléments qui QVCT composent la RSE plutôt. se rattache vraiment aujourd'hui à la démarche RSE, en fait. C'est vraiment le volet Bien sûr. social de cette démarche RSE. Voilà, je vais laisser encore quelques instants pour vous permettre de répondre et puis on va pouvoir regarder et analyser les réponses. Voilà, j'ai quasiment tout le monde qui a répondu. Alors, Alors, on a 46% qui disent les RH, les RH. donc les responsables ressources humaines, et ensuite on a quand même plus de personnes qui disent les managers que les dirigeants, donc c'est assez intéressant, et personne qui nous indique les responsables RSE. Voilà, donc je sais pas Parce comment que c'est tu encore analyses trop. toi ces résultats. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait à cette question. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire que la QVCT, c'est l'affaire de tous. Personne n'est responsable, mais chacun a un rôle à jouer. La direction, d'abord, c'est hyper important que la direction elle soit impliquée. Moi, j'ai accompagné des entreprises où la direction n'était pas impliquée. Ça marche moins bien que quand la direction elle comprend les enjeux et vraiment que c'est elle qui sponsorise la démarche, qui va vraiment être capable de se mettre dans les groupes de travail aussi, voilà, comment dire, ouais, de sponsoriser, de lancer des messages. C'est vraiment hyper important pour que la perception in fine des collaborateurs soit d'autant plus efficace. Les RH, vous avez raison, parce que ce sont très souvent ceux qui sont pressentis comme les pilotes de la démarche de la QVCT. On touche tellement à l'humain que c'est au cœur de nos sujets RH. Et du coup, c'est vrai que ce sont souvent un peu les chefs d'orchestre de cette démarche. C'est ceux qui vont piloter, c'est ceux qui vont lui donner du sens et qui vont la faire avancer surtout. Mine de rien, on a beau prôner toujours plus d'horizontalité d'entreprises libérées, on a quand même toujours besoin pour avancer sur les sujets qu'il y ait quelqu'un qui se mette en responsabilité du sujet. Les managers, vous avez raison aussi. Moi, je les appelle les artisans de la démarche QVCT. C'est ceux qui vont l'incarner au quotidien, en fait, dans leur pratique managériale et dans leur posture. C'est ceux qui font le lien entre la stratégie de la direction et puis les attentes fortes des collaborateurs. Donc, les managers, ils jouent un rôle pivot qui est essentiel. Mais les collaborateurs, ils sont aussi responsables de la démarche de la qualité de vie au travail. En fait, si les collaborateurs ne jouent pas le jeu de la confiance, ne jouent pas le jeu quand on organise des ateliers, s'ils ne viennent pas participer, ça va pas fonctionner en fait. On ne peut pas être dans un rôle passif, attentiste, de se dire moi j'attends que les RH et que les managers s'occupent de ma qualité de vie au travail. Non, en fait, on est tous acteurs, on a tous un rôle à jouer pour incarner cette qualité de vie au travail, pour jouer le jeu en fait, pour s'impliquer, pour jouer le jeu du collaboratif au quotidien. Et puis le dernier encadré, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une démarche de qualité de vie au travail, c'est une démarche collaborative. C'est pas j'ai décidé que j'allais faire ça, puis je le fais redescendre, c'est je pars du ressenti, de la perception des collaborateurs, j'identifie les sujets, je les associe, je leur demande en fait qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en place, qu'est-ce qui est entre leurs mains, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. Donc c'est une vraie démarche collaborative et de co-construction. Et tu as raison, souvent d'ailleurs ça démarre par ça, hein, quand on met en place une démarche de QVCT, enfin en tout cas ça peut démarrer par ça, c'est un questionnaire pour recueillir Ouais. les besoins et les attentes plutôt que d'avancer et de foncer dans son coin. Je te fais un petit lien voilà sur une question de timing et ça tombe bien parce que je vois qu'on est un petit peu en retard sur le nôtre, donc Ouais, je je vais me te laisser dépêche. présenter voilà les trois propositions là-dessus. Très rapidement, c'est effectivement des clés de succès de cette démarche, c'est le mode T. Qu'est-ce que c'est que le mode T? C'est un dirigeant de Kiabi qui disait quand on mène une démarche de transformation, il y a deux façons d'y aller. Soit on y va en mode café,
et on balance 120 bars dans le percolateur et puis on voit ce qui se passe. Soit on y va en mode thé et on laisse infuser. Une démarche de transformation, ça demande du temps. Donc, on peut pas tout révolutionner. Donc, il faut accepter ce temps long aussi quand on met en place des choses en matière de qualité de vie au travail. C'est une démarche d'amélioration continue. On en a parlé. C'est jamais terminé, en fait, hein. On n'atteint jamais le Graal, entre guillemets, de la qualité de vie au travail. On a toujours des sujets à travailler. Et c'est trouver un juste équilibre entre mettre en place des actions visibles, hein, ce que j'appelle des quick wins, donc des choses qui vont vite se voir par les collaborateurs, où on peut vite mesurer le résultat de nos actions, et des actions de fond long terme. Quand on parle de contenu au travail, hein, c'est pas, on révolutionne pas les choses en un mois, et on a besoin d'une réflexion et des actions qui vont être menées et qui vont avoir des résultats plus sur le long terme. Et donc trouver l'équilibre entre les deux, c'est important pour réussir sa démarche QVCT. J'aime bien l'image du mode thé et du fait de faire infuser. Ouais, C'est bon, super. Et donc là, pardon, vas-y. Accepter que chacun, en fait, a besoin de temps pour adhérer à la démarche aussi. Tout le monde va pas se lever en disant youpi d'un coup. Il faut accepter qu'il y en ait qui vont être un peu plus résistants, voilà, et que ça prend un peu de temps. Et ça peut d'ailleurs aller dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, c'est les collaborateurs qui ont besoin de Ouais, laisser infuser. Parfois, ça peut être les porteur, dirigeants aussi qui ont besoin tout à fait. de laisser infuser tout ça. Exactement. Là, ce qu'on voulait vous proposer, c'était quelques KPIs, donc quelques indicateurs clés pour rester français, pour les RH, donc particulièrement, sur lesquels s'appuyer pour conduire cette démarche justement de QVCT. Oui, c'est important, c'est que comme on parle d'une démarche, comme on parle d'amélioration continue, bah forcément, on parle d'une démarche qui doit être pilotée et qui doit être évaluée, c'est-à-dire qui doit reposer sur des indicateurs pour qu'on puisse mesurer son impact. Pour l'ANACT d'ailleurs, les indicateurs, c'est vraiment les instruments d'une politique QVCT. En fait, on pourrait presque ne pas avoir de démarche QVCT sans indicateurs. Et donc, dans les indicateurs qu'on peut observer, on peut donc choisir, observer ou mettre en place, s'il n'existe pas, des indicateurs démographiques. Hein, là, on est sur des indicateurs classiques, l'âge, l'ancienneté, la répartition homme-femme. Des indicateurs d'absentéisme, hein, le nombre d'arrêts maladie, par exemple, ou d'absences, les causes des absences quand on les connaît, la durée moyenne de ces absences. Voilà, tout ça vont venir nous donner des indications sur le climat social finalement de l'organisation. Tous les indicateurs liés au parcours et à l'emploi. Donc là, on va être sur des indicateurs classiques de turnover, par exemple, de taux de rétention aussi, hein, les taux de transformation de période d'essai. Est-ce que les gens restent ou est-ce que les jeunes, notamment, finalement, s'en vont assez rapidement. Tous les indicateurs qui vont être liés au parcours de formation, le nombre de formations, la durée des formations, de VAE, enfin le nombre de certifications qui ont été obtenues, les mobilités internes, voilà. Tous ces chiffres-là qui vont nous donner des indicateurs sur ce qu'on fait déjà, ce qui fonctionne déjà ou pas en matière de parcours et d'emploi. Pour répondre à ce volet santé là, qui est de plus en plus prégnant dans ces démarches de QVCT, on va s'intéresser du coup aux indicateurs de santé et aux indicateurs de sécurité. Ils sont souvent assez liés. Indicateurs santé, c'est le nombre de maladies professionnelles, les inaptitudes par exemple, les accidents du travail qu'on retrouve aussi dans les indicateurs de sécurité, les indicateurs les accidents du travail, mais aussi les incidents, par exemple, les agressions hein, qui peuvent avoir lieu sur le lieu de travail. On va pouvoir mesurer le taux de fréquence, le taux de gravité, voilà, tous ces indicateurs un peu classiques, mais qui vont nous donner matière à analyser, à interpréter aussi en fonction du contexte. Et puis, dernière typologie, famille d'indicateurs sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer cette qualité de vie au travail aussi, ce sont les indicateurs de conditions de travail. Donc là, on va retrouver aussi bien les horaires de travail, le nombre de jours travaillés, par exemple, le nombre de salariés qui sont à temps partiel, le nombre de congés pris par an. Voilà, on peut s'intéresser à ces indicateurs-là que les indicateurs de pénibilité. Et ça, c'est vraiment, ça va rejoindre aussi la santé et la sécurité. C'est le nombre de personnes qui travaillent en 3-8, qui travaillent de nuit ou dans des horaires décalés, par exemple, qui ont une exposition je sais pas moi, aux risques chimiques, à des températures élevées ou trop faibles,
encore une fois, qui travaillent de nuit. Voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on va aller mesurer et regarder. Et encore une fois, pour ces indicateurs, il est vraiment essentiel de pouvoir les ramener à un contexte, de pouvoir les croiser entre eux et les interpréter à la lumière d'un contexte. Un indicateur tout seul, c'est pas révélateur en soi. Et puis, c'est important de les re-questionner régulièrement. On peut choisir à un instant T des indicateurs, mais c'est important de les re-questionner, de se demander s'ils sont toujours pertinents, si c'est toujours avec ces mêmes données qu'il faut les croiser ou si on peut les interpréter différemment. Et quand on peut, s'ils n'existent pas encore, c'est hyper intéressant de les construire collectivement. Aussi d'associer les équipes, les managers, les collaborateurs pour les construire avec eux. Bien sûr. Quand tu parles d'un contexte, ça veut pas être, par exemple, effectivement, quand on parle de l'absentéisme ou du turnover, bon, bah, on sait que par exemple, dans des milieux comme, je vous dis, par exemple, la restauration ou même mais plein d'autres milieux, hein, il y a forcément plus de turnover. Donc, c'est adapter son indicateur, pas au niveau de toutes les entreprises, mais de son secteur d'activité aussi. Ouais, de son secteur, d'un contexte qui peut être forcément dans une phase de rachat, par exemple, où il y a une vraie transformation culturelle. Une entreprise familiale qui tout d'un coup est rachetée par un fonds d'investissement, je peux vous garantir que ça a un sacré impact sur la perception de qualité de vie au travail, parce que quand on la mesure à ce moment-là, on va pas avoir les mêmes données, on va pas avoir les mêmes indicateurs que dans un autre contexte 2 ans plus tôt. Donc il y a plein d'éléments effectivement qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de ces indicateurs. Et dans l'analyse des données aussi, voilà, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai que la QVCT, ça va souvent de pair avec ce qu'on appelle le Climate Survey ou le baromètre social, qui est un outil de la QVCT. C'est vraiment qu'on peut utiliser à différents moments. C'est un fournisseur d'indicateurs en soi, mais soit pour lancer la démarche, voilà, quand on veut identifier les sujets, se dire, je commence par auditer mes collaborateurs, leur ouvrir le dialogue et savoir, voilà, dans notre organisation, quels sont les sujets sur lesquels on est bon, qu'est-ce qui fonctionne bien en matière de qualité de vie au travail, ou quelle est votre perception sur ce qu'il faudrait améliorer, sur ce qui ne fonctionne moins bien. On peut aussi l'utiliser pour mesurer ce qui a été mis en place. En fait, on peut se dire, OK, moi j'ai mes indicateurs RH, je sais à peu près les sujets sur lesquels il faut que je travaille, mais par contre, je vais utiliser le baromètre social 1 an après pour mesurer l'efficacité de ce que j'ai mis en place. On peut aller chercher un label aussi, comme chez Great Place to Work par exemple, pour reparler d'eux. Ce qui est important, c'est que ces baromètres sociaux, les salariés doivent être libres d'y répondre. On ne peut pas forcer un salarié à y répondre. Ils doivent garantir l'anonymat pour pouvoir libérer la parole. Et c'est intéressant parce que c'est un outil quantitatif. Il y a plein d'autres moyens de faire un diagnostic de QVCT. On peut mener des entretiens, on peut faire des groupes de travail. Enfin voilà, il existe une palette d'audits, de diagnostics assez large. Mais le questionnaire quantitatif, il permet d'interroger tout le monde et il permet aussi une analyse plus fiable et plus objective parce qu'en fait, ce sont des chiffres qui sont analysés et pas une personne qui rencontre des gens et qui a forcément un peu un biais subjectif. Voilà les avantages de ce questionnaire. On peut l'utiliser de différentes façons, soit un baromètre complet qu'on mène tous les ans ou tous les 2 ans, soit maintenant, ça se développe beaucoup aussi des enquêtes Pulse ou des baromètres thématiques qu'on va à plus petite échelle et qu'on va pouvoir diffuser de façon régulière pour prendre le pouls de ces équipes ou plus globalement de ses collaborateurs. Et donc, pour terminer, ce qui est hyper important, c'est de bien penser à communiquer les résultats. Voilà, on demande l'avis des gens, et c'est important de leur faire un feedback, de pouvoir leur dire voilà ce qui en est ressorti, d'avoir le courage aussi parfois, parce que les résultats, ils sont pas forcément faciles à donner, mais à communiquer, mais c'est vraiment se mettre dans cette démarche d'amélioration continue et de se dire ok, voilà, les résultats, vous nous avez dit ça, et maintenant, on va se mettre en marche, on va mettre des choses en place, vous allez participer pour améliorer cette perception de qualité de vie au travail. Et communiquer les résultats, c'est super important que tu fasses un focus là-dessus, parce que ça va être d'ailleurs, d'une manière générale, ce qu'on va conseiller sur toutes les actions de QVCT. C'est qu'on rencontre encore beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs, si vous êtes travailleur en entreprise, je vous laisse vous poser la question. Qu'est-ce qui est fait en matière de QVCT au sein de mon entreprise? Il y a plein de personnes au sein des entreprises qui ne savent pas ce qui est fait, et donc c'est que c'est pas suffisamment bien communiqué. Ouais. Ou alors ils ne sont pas au courant des différentes, voilà, comme le statut d'entreprise à mission, comme on vous le disait, mais ce qui peut
aller autour de la QVCT en fait, au-delà des actions très spécifiques. Et effectivement, quand un after work est organisé, normalement on le sait, mais quelles sont les autres actions qui sont menées? Et en fait, étonnamment, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui se fait chez eux, alors que des choses se font. Ouais, qui n'en ont pas conscience, effectivement, qu'il y a déjà plein de choses qui sont mises en place. Et cette communication, c'est hyper importante. Il faut faire très attention de pas le faire maladroitement, genre juste avant de passer le baromètre social, parce que là, c'est pris pour de la manipulation. Donc, c'est vraiment tout au long de cette démarche de communiquer régulièrement. Voilà où on en est, ce qu'on a déjà fait. Enfin, voilà, de toujours donner de la visibilité sur ce qui existe. Bien sûr. Donc là, on a fait un focus sur ce qu'il faut faire en termes, en termes de ressources humaines, donc les RH qui nous écoutent, voilà, sur les quelques indicateurs clés que vous pouvez suivre. Maintenant, on va se focaliser sur la dimension pour les managers justement qui nous écoutent. Alors ça, on peut être RH et manager, mais voilà, quels sont vos leviers d'action au quotidien pour incarner cette QVCT? Euh, alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, les managers sont les artisans, c'est ceux qui l'incarnent effectivement, qui vont faire le lien entre la stratégie qui a été décidée et puis les attentes fortes des collaborateurs. Donc, c'est d'abord, je dirais, une question de posture, une question de posture, une question de pratique, de levier d'action. Est-ce que le manager, il est pair parmi les pairs ou il est au-dessus de la mêlée, hein, c'est toute cette transformation managériale qu'on vit depuis 10 ans maintenant. C'est-à-dire que le manager, il est plus vraiment, on sort de cette notion hiérarchique du manager qui est au-dessus de l'équipe, hein, comme dans l'organigramme, qui distribue les ordres entre guillemets, puis qui contrôle que c'est fait. Aujourd'hui, on attend vraiment du manager qui soit au cœur de la mêlée, enfin qui soit vraiment pair parmi les pairs, euh, qui soit un noyau un peu, hein, voilà, qui fait en sorte que la communication soit fluide, que chacun soit à sa place, se sente à sa place. Donc ça, c'est important, cette posture de se dire, je suis pas au-dessus, je suis vraiment au cœur de l'équipe. Euh, la confiance, c'est vraiment le cœur du réacteur quand on parle de qualité de vie au travail. C'est vraiment essayer d'insuffler, d'instaurer des relations de confiance. Et cette confiance, elle va reposer sur les leviers qu'on va voir juste après. Mais c'est important. Je trouve que cette notion de confiance, c'est-à-dire de pas être dans le contrôle et de vraiment se dire, OK, si j'ai recruté cette personne, c'est qu'elle est compétente, je vais l'aider à grandir, bien sûr, mais aussi d'avoir vraiment cette confiance réciproque entre manager et collaborateur et miser sur l'exemplarité. Ça, c'est vraiment une thématique phare et importante aujourd'hui, surtout pour ces jeunes générations-là qui attendent vraiment qu'un manager fasse preuve d'exemplarité. Aussi bien, l'exemplarité, c'est aussi bien se dire que si je demande à mes collaborateurs d'être à l'heure en réunion pour démarrer la réunion, je me l'applique à moi-même. Et je peux pas dire, ah oui, mais moi j'étais avec le DG, donc c'est normal que j'ai débordé. Donc l'exemplarité, c'est je m'applique ce que je demande à mes collaborateurs. Mais c'est aussi dans le sens, si pour favoriser la qualité de vie au travail, je sais pas moi, il y a une salle de sieste par exemple qui est mise en place, si les managers ne s'autorisent pas à y aller, les collaborateurs vont pas s'autoriser à y aller. Donc l'exemplarité, c'est aussi dans ces mesures-là de pouvoir se dire, je suis manager, mais c'est OK pour que moi aussi je bénéficie de la salle de sieste. C'est OK pour que le soir, je parte à 17h30 pour aller chercher mes enfants. Voilà, c'est aussi là-dessus que va reposer l'exemplarité managériale. Et Merci puis pour ce donc, focus. Effectivement, il est assez essentiel. Ouais. ces fameux leviers d'action, du coup, hein, bon, je pense qu'on pourra en faire une liste innombrable, mais on en a choisi 9. Ce sont des leviers d'action à votre portée en tant que manager qui vont vous permettre d'impacter la perception de qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Le premier, bon, il n'y a pas d'ordre hein, forcément, mais c'est l'intégration. C'est important de recruter et d'accueillir des personnes qui vont bien s'insérer dans votre équipe. En fait, de réfléchir. On recrute pas qu'une compétence, on recrute aussi une personnalité, quelqu'un avec qui ça va fonctionner en fait, qui va bien s'insérer dans l'équipe. Et les premiers temps, hein, le premier jour, la première semaine, le premier mois, c'est des moments hyper impactants en termes d'engagement. En fait, si on parle d'engagement collaborateur, c'est là, même avant, théoriquement, mais bon, c'est à partir de ce premier jour-là que vous pouvez vraiment les engager. Et c'est important d'associer votre équipe à ces moments-là aussi. D'associer votre équipe à ce premier jour, cette première semaine, et vraiment de soigner ce moment-là. Il n'y a rien de pire
un nouveau collaborateur qui arrive, il n'a pas d'ordi, on lui dit t'as qu'à t'asseoir là, puis tu lis ça, et aujourd'hui t'as qu'à lire de la paperasse. C'est très délétère en termes d'engagement. Donc voilà, l'intégration, c'est un moment à soigner et c'est un vrai levier d'action pour impacter cette perception du collaborateur. La communication, c'est la base. On en a parlé tout à l'heure. En tant que manager, c'est aussi bien donner de l'information, faire redescendre l'information. Pendant longtemps, la gageure du manager, c'était de pouvoir conserver l'information, en fait. C'était d'être maître de l'information. Aujourd'hui, c'est vraiment diffuser l'information de façon la plus transparente possible. Mais c'est aussi l'écoute active que vous voyez en bas à gauche. C'est savoir communiquer et écouter et faire remonter de l'information aussi. La communication, c'est faire en sorte aussi que les gens se connaissent. C'est casser les silos aussi. C'est faire en sorte qu'il y ait plus de transversalité dans les services et dans l'organisation au sens large. Vous avez chez un client qui s'appelle Cohesio, il y a une époque où ils jouaient à ce qu'ils appelaient Game of Trombi. Ils avaient créé un trombinoscope avec les têtes de tout le monde et chaque matin, quand le collaborateur allume son PC, en fait, il a 3 photos qui arrivent en pop-up comme ça et il faut qu'il donne le prénom du collègue le plus vite possible et comme ça, il gagne des points. Et en fait, par le jeu comme ça incite les collaborateurs à mieux se connaître entre eux et pouvoir mieux communiquer aussi in fine dans l'organisation. Donc l'écoute active hyper importante, savoir aussi être à une vraie écoute à disposition de son collaborateur. Chez Kiabi par exemple, il y a maintenant la direction a changé, mais il y a 5 ans, le DG organisait des qui écoutes et donc il allait dans un magasin une demi-journée par mois et il allait se mettre à l'écoute des collaborateurs. Il leur disait qu'est-ce qui fait sens, pas sens dans votre métier aujourd'hui, qu'est-ce qui est facile, difficile, et il venait juste écouter. Et c'était une démarche qui était hyper appréciée de la part des collaborateurs. Voilà, se sentir écouté, même de la part du DG. Un autre levier d'action, c'est le feedback. On n'est pas toujours très fort en France pour le feedback, en tout cas pour le feedback positif, ça c'est sûr. On voit toujours ce qui fonctionne pas, ce qui marche pas. C'est vraiment important de développer une culture du feedback dans tous les sens. C'est pas que le manager qui est chargé de faire du feedback aux collaborateurs. Le collaborateur peut aussi faire du feedback au manager. On peut développer le feedback entre pairs aussi. Voilà, l'idée c'est de se faire grandir en fait, de s'aider à grandir et donc se dire voilà. Bravo pour là et sur quoi tu t'es appuyé quand tu es en phase de réussite ou là il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a un comportement qui marche pas, on réfléchit solution, on réfléchit pas critique, on réfléchit solution, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça s'améliore. Là on a et sur le feedback j'allais t'interrompre sur le feedback où tu parlais tout à l'heure d'exemplarité. C'est aussi ça, c'est d'aller demander du feedback. Finalement, si on veut, si on veut pouvoir qu'on nous en donne, c'est aussi le manager qui peut impulser ça, parce que beaucoup de collaborateurs sont toujours dans la crainte de ne pas pouvoir donner un feedback gratuitement, on va dire, qui soit positif ou constructif à leur manager. Et donc d'aller le demander, ça montre aussi, et c'est ça qui va pouvoir finalement à terme créer une vraie culture du feedback au sein de votre équipe. Complètement. C'est donner du feedback et solliciter du feedback. C'est hyper important. Chez Davidson Consulting, ils avaient créé une application qui s'appelait Something You Should Know. Ils l'ont mis d'ailleurs en open source. Et ça consistait en fait à pouvoir s'envoyer des feedbacks entre collaborateurs, des feedbacks positifs. Là, le champ était libre. Des feedbacks constructifs. Et là, le champ était pré-rempli. C'était dommage que tu n'aies pas été assez dispo pour le projet machin, par exemple. Et l'idée, c'est que pour recevoir soi-même un feedback, il fallait en avoir généré 3. Donc du coup, voilà, c'est vraiment l'idée de se dire que ça doit marcher dans tous les sens et que on ne fait pas que recevoir du feedback, il faut savoir aussi en faire. Le feedback, ça va avec la reconnaissance. Quand on est dans le feedback positif, c'est aussi favoriser de la reconnaissance. On a du mal parfois à se dire ah ouais, mais si je lui dis que son boulot est bien fait, il va se reposer sur ses lauriers, il va me demander une augmentation. Tout ça, ce sont un peu des barrières, des préjugés qu'on se met, mais on a tous besoin de reconnaissance. On a tous besoin d'un merci, d'un bravo, d'un félicitation quand le job est bien fait. Il faut arrêter de se dire c'est normal, elle est payée pour ça, c'est son job. Ça n'empêche pas de pouvoir valoriser, reconnaître les collaborateurs
Et la reconnaissance, c'est pas toujours que financier, hein. C'est pas toujours que la prime. Ça passe par le verbal, ça passe par passer un moment d'équipe sympa aussi tous ensemble. Voilà, c'est pas toujours. Il faut pas toujours voir corréler la reconnaissance avec la reconnaissance financière. Et alors, je t'interromps une petite minute, Camille, pour vous dire de poser vos questions. Voilà, il nous reste 10 minutes à peu près, on vous invite à poser vos questions maintenant. Ça va pouvoir nous permettre, puisqu'il nous reste encore un petit peu de choses à faire, ça va nous permettre de laisser plus ou moins de temps à la fin pour les questions-réponses en fonction de ce que vous aurez mis. Voilà, et je nous invite peut-être à passer à la slide d'après. On aurait pu encore continuer à parler voilà, de la célébration, de l'équité, de la responsabilisation. Sauf si Camille, voilà, il y en a un dernier que tu veux mettre en avant qu'on passe à la suite. Mais c'est vrai que Peut-être, d'ailleurs, nous, on fait plein de formations managériales et c'est des sujets passionnants et qui sont lourds de sens. je dirais juste l'équité, terminer sur l'équité. C'est un levier d'action important parce que on peut pas faire quelque chose pour un collaborateur et pas le proposer à tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, l'équilibre du manager, c'est en même temps individualisé. On n'est pas obligé de faire la même chose pour tous, mais en revanche, on est obligé de proposer quelque chose à tout le monde. Voilà, on peut pas accorder on peut pas accorder quelque chose à un collaborateur et dire non à l'autre. Voilà, sauf que on peut le faire sous une autre forme, mais l'équité est vraiment importante pour garantir la perception de la qualité de vie au travail. Super, on va s'arrêter là-dessus côté manager. Et tu voulais, là, pour terminer aussi, nous parler de l'importance d'établir une feuille de route. Oui, bah c'est effectivement se dire par où on commence en fait finalement. Je dirais si vous êtes manager et vous dites mais moi j'ai envie d'insuffler cette qualité de vie au travail, par où je commence? Euh, Commencez par ce qui est entre vos mains, c'est-à-dire ne vous dites pas ah mais si seulement la direction, si seulement notre culture d'entreprise était comme ça, si seulement les RH pouvaient impulser ça. Demandez-vous d'abord qu'est-ce qui est entre vos mains, qu'est-ce que vous pouvez commencer à modifier, à mettre en place, à impulser à votre niveau à vous et ce qui est entre vos mains. Et dites-vous aussi que vous pouvez semer des graines et par l'effet miroir, il fonctionne bien aussi et que en commençant à agir sur les leviers dont on vient de parler, vous pouvez aussi inspirer d'autres managers. Vous pouvez aussi inspirer vos hiérarchiques à vous. Voilà, c'est comme ça que ça va petit à petit faire des petits entre guillemets et diffuser un peu cette culture qualité de vie au travail. Côté RH, je dirais que le premier pas, c'est d'identifier les sujets. Hein, on a parlé de cette phase un peu audit, diagnostic, c'est de se dire, OK, on peut pas tout adresser. Hein. La qualité de vie au travail, c'est hyper vaste. On l'a vu, c'est des thématiques différentes. Le premier pas, c'est fixer l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut travailler à travers ça? Et identifier les sujets sur lesquels on va travailler et les prioriser. Ça sert à rien de lancer 120 actions si rien n'aboutit. Il vaut mieux lancer 3 actions les 6 premiers mois et que ça aboutisse, que ce soit visible pour les collaborateurs qu'on avance. Voilà, donc bien identifier les sujets sur lesquels on est bon et communiquer dessus, et identifier les sujets sur lesquels il faut qu'on s'améliore et mettre des actions en place, les évaluer et communiquer également dessus. Et puis, dernière chose, c'est la théorie des petits pas. Moi, je dis step by step, un pas de grands objectifs où on se perd avant même de pouvoir les atteindre, mais vraiment d'avancer, de se fixer des premiers petits objectifs et d'avancer avec la théorie des petits pas. Voilà, chaque cap qui est franchi est un cap de gagné qu'on peut célébrer aussi. Hein. C'est important aujourd'hui de ne pas avoir des projets trop long terme où on va s'épuiser, mais bien aussi fixer des petites étapes et pouvoir célébrer ces petites étapes-là, communiquer sur ces étapes-là pour montrer qu'on avance. Super, écoute, merci beaucoup. Donc on arrive voilà bientôt sur la partie des questions-réponses et puis après bien sûr un mot de la fin. Avant ça, je voulais vous présenter dans les très grandes lignes. Je vais avoir une minute pour le faire, donc je vais faire ça très rapidement. Mais sachez chez MyConnecting, on a une gamme spécifique dédiée à la QVCT avec de nombreuses formations et webinaires. Que ce soit à destination des collaborateurs, donc avec des formations sur le fait de bien vivre les changements, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la dimension de prévention des risques psychosociaux. Alors, on vous invite aussi à revisionner le webinaire de mardi sur lequel qui s'adressait justement à tous les collaborateurs sur le sujet.
Et puis aussi à destination des managers, parce que forcément, les managers ont un rôle crucial à jouer et on vous en parlait tout à l'heure avec les leviers d'action. Donc on a un sujet, enfin une formation qui s'appelle Incarner la QVCT dans son management, où on va beaucoup plus loin par rapport à ce webinaire qui était davantage de l'information. Et puis on a bien entendu les thèmes de burn-out qui sont de plus en plus présents. Et puis encore une fois, bien sûr, les risques psychosociaux qui sont au cœur de nos sujets aujourd'hui. Nos prochains rendez-vous, et on vous tient encore en haleine quelques minutes, je vois des premières questions, donc c'est parfait, on se permettra de déborder d'une ou deux minutes si besoin. On se retrouve en septembre seulement sur le webinaire My Connecting mensuel, donc là ça sera sur le thème apprendre à apprendre, donc un sujet qui est aussi lourd de sens avec la dimension d'entreprise apprenante. Et le mardi 4 juillet, comme une fois par mois également, on a une session découverte. Vous pouvez vous inscrire pour venir tester pendant 2 heures une de nos formations et notre concept à distance. On fait aussi de la formation en présentiel, mais là pour le coup sans session découverte. Et je vous invite encore une fois à rejoindre notre page YouTube pour voir nos webinaires, celui de mardi et puis d'autres qu'on a pu traiter par le passé, à la fois sur des dimensions managériales, mais aussi QVCT. Enfin voilà, on fait régulièrement des webinaires sur de nombreux sujets. Le temps donc des questions-réponses, voilà, il nous reste quelques minutes, donc on vous laisse. On a réussi à tenir le timing, j'avoue que je n'y croyais pas, Camille. Alors, on a une première question, c'est comment proposer une amélioration des conditions de travail lorsque le rythme horaire est contractuellement figé? Donc je te laisse y répondre et puis éventuellement je pourrais aussi compléter parce que j'ai déjà ma petite idée sur la réponse. Alors, c'est vrai que le rythme de travail et les horaires de travail, c'est une vraie question 2023. On en parle beaucoup, beaucoup. Mais effectivement, parfois il est contractuellement figé, parfois il est figé d'un point de vue métier. Hein. Il y a des métiers pour lesquels on peut pas intervenir. Et je dirais que ça doit pas être un frein. Hein. Je pense qu'on a vu ce matin qu'il y a vraiment pléthore de sujets sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut commencer à travailler. Et encore une fois, la QVCT, c'est une histoire de perception. Alors, c'est pas sur les horaires de travail, mais sachez que, par exemple, chez Great Place to Work, ils m'ont fait part du fait que la rémunération était souvent le sujet le moins bien noté et qu'ils peuvent voir une amélioration de cette perception de la rémunération sans y avoir touché l'année suivante si on a du coup eu des actions sur tous les autres domaines. Et ben en fait, voilà, avoir amélioré les conditions de travail, la qualité de vie au travail des collaborateurs a un impact sur leur perception de rémunération juste alors qu'on n'a pas touché aux rémunérations. Je me dis que on pourrait avoir le même effet en fait sur les horaires de travail en se disant que si on s'attache à d'autres thématiques du contenu du travail ou de conditions de travail, on peut aussi avoir un impact sur la perception de la qualité de vie au travail, même si on n'a pas pu toucher au rythme de travail. Bien Je ne sais sûr, pas ce que tu ouais, en penses, toi. merci pour tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, donc dans la question, on parlait de l'amélioration des conditions de travail. Et donc là, on vous renvoie donc aux premières slides du webinaire sur toutes les choses sur lesquelles vous pouvez avoir des actions qui ne sont pas uniquement la dimension horaire. Et voilà, Ouais, je pense que tu l'as bien résumé. Ouais. on peut travailler sur l'autonomie, sur la charge de travail, sur la clarté des objectifs. Voilà, tout ça sont des thématiques sur lesquelles on peut travailler avant de toucher aux horaires de travail. Et alors, tu me fais une passe décisive sur le sujet de la charge de travail parce qu'on a une question justement là-dessus qui dit, vous évoquez une formation sur le sujet de la charge de travail, comment est-ce évoqué et traité? Donc là, on est vraiment sur ce sujet-là, sur notre formation de gérer la surcharge de travail. On est vraiment sur de la formation, donc c'est en petits groupes, présentiel ou distanciel, où on va être par rapport à la différence de ce webinaire qui est de la formation descendante, même si on a essayé de l'animer le plus possible. Là, on va être sur de la formation, donc de la mise en application. On va s'entraîner, on va avoir des outils, on va voilà, se mettre en mouvement, se faire des plans d'action pour changer des choses, etc. Et donc ça, c'est la dimension de la forme. Et dans le fond, on va traiter à la fois des sujets autour de la gestion de son organisation et de son temps, parce que parfois la charge de travail vient de ça, et Mm. également une dimension sur la gestion du stress, comment mieux appréhender cette charge de travail
Et puis après, il y aura des pistes également de réflexion sur comment, selon si on a les clés ou pas, comment mieux gérer cette charge de travail. Donc, est-ce que c'est en la déléguant plus, si on est manager, par exemple, on a peut-être plus d'options. Ça va vraiment être dans la formation, ça va être vraiment du cas par cas en fonction de la situation de la personne. On a des pistes de réflexion sur comment gérer, enfin comment voilà, prendre des actions par rapport à pour un, mieux la gérer dans l'organisation, deux, mieux gérer sa perception, donc son stress, parce que ça peut être une histoire de perception, et puis trois, comment alléger sa charge de travail. Voilà, quelles sont les, les potentielles pistes de réflexion autour de ça. Donc j'espère que ça répond à la question. Et pas de dernière, je vois pas d'autres questions. Donc écoutez, je vous propose de terminer ce webinaire là-dessus. Si vous en avez, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail et on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, un grand merci Camille de ta participation et puis de ton expertise sur le sujet. C'était très Eh dense et ben, j'espère merci. que ça vous a ravi. Et puis nous, on se retrouve bien entendu donc en septembre prochainement. À très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.